ça aussi qu'on travaille beaucoup sur les objectifs de développement durable, parce que les objectifs de développement durable qui sont définis par l'ONU sont plus larges justement. Et ça permet de montrer que, parce que dans les objectifs de développement durable, il y a l'égalité entre les filles et les garçons, il y a plein de choses. 2030 ou pas? L'agenda Non, 2030 de l'ONU. Alors en c'est deux ça. mots, c'est important que vous sachiez parce que Ouais, 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 en fait c'est le cadre, c'est le c'est ça. référentiel universel aujourd'hui pour l'ensemble des pays, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des États, l'ensemble des associations et l'ensemble des individus. On est censé s'inscrire dans ces 17 grands objectifs de développement Ouais, durable qui passent en revue à la fois alors, les objectifs, c'est la réduction des inégalités, l'équité homme-femme, la santé, l'éducation, et puis bien sûr, vie terrestre, vie aquatique, changement climatique, ouais. production responsable. Donc il y a 17 grands objectifs qui sont en articulation les uns avec les autres. Derrière, il y a 170 cibles adossées à des indicateurs. En France, on est passé complètement à côté, alors qu'on l'a voté, hein. Tous les pays du monde l'ont voté en 2015, en pleine COP 21. Et du coup, on est passé à côté. On est en train de rattraper notre retard. Et les Ouais. établissements scolaires sont Bah, invités par le ministère à inscrire leurs actions et leurs enseignements dans ce référentiel. c'est ça. Parce que par exemple, quand on fait une course solidaire, eh ben, on pense que c'est du développement durable parce que ça va être, on va faire un don à une association, réduire les inégalités, etc. Et le but c'est ça, c'est de montrer qu'il y a plein de choses que l'on fait déjà qui font partie du développement durable pour lesquelles on ne le pense pas forcément. Et ça, je pense que c'est intéressant qu'ils le comprennent, quoi. La solidarité, c'est la solidarité entre les C'est êtres ça. humains, mais c'est la solidarité avec le vivant, euh, vivant dont on a besoin en fait, hein. Ce serait bien, ouais. Ouais. Oui, c'est bien. Hein? C'est ça. C'est le contexte, hein. Ouais. 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 Oui. Exactement. Soit en demande aussi. Oui. Ouais. Beaucoup de choses. Très bien. C'est notre méthode de travail en fait que vous venez de décrire. Ça va très bien, ouais. En trois quarts d'heure, on ne pourra pas tout Ouais. raconter. Ouais. Je vous donnais des éléments de contexte aussi pour que vous ayez un peu le panorama. C'est très riche. Ouais. N'hésitez pas à me recadrer si je m'égare par rapport à ce qui vous semble être. Non mais vraiment, je vous mets super à l'aise, hein. À me réorienter si vous préférez. Oui, D'accord. non. On va essayer de pas trop bafouiller. Et qui nous seront partagés, c'est ça que vous voulez dire?
les grilles de diagnostic. D'accord. Je les mets un peu en dessous, comme ça, si vous voulez en saisir une à un moment pour... Ouais, si j'y pense, qu'on peut montrer. Ouais, ouais, non, non, il n'y a pas de souci. On peut montrer comment on le fait. J'ai aussi la circulaire, alors elle fait 7 pages. Alors, ouais, je commence à la connaître un peu. Ouais. Il y a de quoi faire, c'est vrai qu'il y a Bonjour à vous qui nous regardez en direct du Salon de l'Éducation. Ceci est malheureusement la dernière émission de ces 3 jours de Salon de l'Éducation sur le stand du ministère de l'Éducation nationale. Alors comme on dit en anglais, last but not least, nous avons une table ronde sur une thématique ce soir, enfin cet après-midi, sur une thématique que nous n'avons pas encore traitée. Enfin, on l'a traitée vraiment tout juste du bout des doigts. Il s'agit de la thématique du développement durable au sein des lycées et de l'engagement. L'engagement, ça, on en a beaucoup parlé, mais de l'engagement des lycéens justement dans cette démarche du développement durable. Alors, éducation au développement durable au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, c'est la thématique du jour. En direct sur les réseaux sociaux, en direct du Salon de l'Éducation, vous pouvez agir, réagir, commenter et puis partager évidemment cette vidéo sur le @Éducation France. Vous êtes les bienvenus et mes invités aussi sont les bienvenus à cette table ronde. À ma droite, Romain Bouillon, vous êtes directeur adjoint de Teragir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. À vos côtés, Vincent Robert. Vincent Robert, vous êtes professeur de SVT au collège Gérard Philippe à Massy, en région parisienne. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes vous aussi le bienvenu. Et puis enfin, à vos côtés, Bahar Ilan, vous êtes éco-délégué au lycée Jacques Brel à La Courneuve. C'est ça, merci. Voilà. Bonjour. Alors, l'éducation au développement durable, c'est une thématique, quand on a préparé cette émission, on l'a dit, c'est une thématique extrêmement vaste. On n'est pas dans l'éducation à l'écologie. Hein, il faut bien distinguer ces deux mots, enfin ces deux expressions entre écologie et développement durable. Quelle est la différence, Romain Bouillon ? Alors l'écologie fait partie du développement durable. Le concept de développement durable qui existe depuis une vingtaine d'années, il vise justement à articuler la sphère économique, la sphère sociale et la sphère environnementale. Voilà, là on est dans quelque chose d'un peu jargonneux et pas très concret, on va essayer de le qualifier plus. En fait, ça embrasse l'ensemble de nos activités, des activités humaines, des activités de nos sociétés. Il s'agit autant d'enjeux qui sont les enjeux de la solidarité entre les humains, des inégalités qui peuvent exister entre nous, mais également des relations qu'on a avec le vivant et les ressources que constituent les écosystèmes pour justement mettre en œuvre nos activités économiques. On puise beaucoup dans les ressources naturelles et nos activités peuvent avoir un impact aussi sur les ressources naturelles. Et en fait, si on veut construire un futur viable pour nos sociétés, on doit absolument tenir compte aujourd'hui de la manière dont interagissent ces différents enjeux. On ne peut plus faire l'économie, quand on a une activité de production industrielle, de la manière dont on impacte les écosystèmes, dont on prend des écosystèmes. Donc c'est des choses qu'il faut faire rentrer dans nos modes de production, dans nos représentations en fait, dans l'organisation de nos sociétés, pour éviter les risques, par exemple climatiques, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, Teragir est une association ? Tout à fait, on est une association loi 1901 qui développe 6 programmes aujourd'hui, dont une partie est dédiée au monde scolaire. Nous accompagnons aujourd'hui 3500 établissements scolaires en France, de la maternelle au lycée, dans une démarche de développement durable. On les invite à questionner leur organisation, leur fonctionnement, pour réduire leurs impacts sur l'environnement, entrer dans une démarche de développement durable globale, et que ça nourrisse les enseignements, en fait, les cours, que les enseignants dans leurs cours puissent prendre appui sur cette matière du développement durable pour rendre plus concrets leurs enseignements et aussi impliquer les élèves dans la vie de l'établissement. Donc il faut que ça imprègne finalement chaque matière. C'est un peu ça, à la fois la matière et la vie
C'est le principe. On est sur les deux volets. Ouais. Hein, voilà. Alors, je rappelle, Vincent Robert, que vous êtes professeur de sciences de la vie et de la terre. Tout à fait, ça. Voilà. Alors, vous n'êtes pas le professeur de Bar qui est à vos côtés, mais comment intervenez-vous à votre niveau, dans votre établissement, justement, dans cette démarche de développement durable, de sensibilisation et d'action et d'engagement aussi des étudiants, enfin des élèves, pardon. Tout à fait. Donc nous, en fait, dans mon collège, on mène avec ma collègue depuis 4 ans maintenant ce qu'on appelle un club développement durable. Ce club développement durable, il regroupe à peu près 100 élèves qui vont s'engager chaque semaine à mener différents projets. Donc dans les projets, on va parler par exemple de la mise en place d'une ruche, on peut parler d'un jardin, d'un poulailler, mais ça peut être aussi des projets autour de la solidarité. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est que le développement durable, c'est global. Donc quand on mène une course solidaire, on fait un projet autour du développement durable. Et ça, vraiment, il faut qu'ils en prennent compte, les élèves. Ça, c'est important pour nous. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'égalité femmes-hommes. Comment cela se traduit concrètement dans votre établissement, par exemple? Alors, ça peut se traduire non seulement dans un projet qui peut être mené, par exemple, par les éco-délégués, mais ça va se traduire également tout au long de l'année dans les cours avec les élèves, en fait, dans le cadre de la classe aussi, parce qu'on n'est pas cloisonné à un club. On va en travailler aussi quand on va faire un cours, quand on va travailler, nous, par exemple, sur la sexualité, qui est déjà un problème qui est difficile à aborder. On parlera de l'égalité homme-femme. Quand en EMC ou en histoire-géographie, ils vont traiter des thèmes là-dessus, ils en parleront aussi. Enfin, le développement durable, c'est pas du tout cloisonné et on peut le traiter dans toutes les matières aussi. Ça, c'est intéressant pour nous. Bar, Ilan, vous avez choisi d'être éco-délégué? Oui, c'est ça, en première. En première. Alors, d'abord, pourquoi? Comment vous avez eu connaissance de cette opportunité? Pourquoi avez-vous choisi d'être éco-délégué? Et puis, troisième question, parce que moi j'aime bien les questions qui rassemblent 3 en 1. Et puis, troisième question, qu'est-ce que vous faites au quotidien dans le cadre de cette fonction d'éco-délégué? Alors, en seconde, il y avait un enseignement d'exploration où on faisait déjà quelques projets avec le professeur d'SVT qui intervenait. Et puis après, en début d'année première, il m'a tenu au courant qu'il y avait un club des éco-délégués au sein du lycée. Et puis, du coup, il m'a demandé si j'étais intéressée par cela. Et je lui ai dit que oui, que j'aimais bien cultiver des choses comme le potager qui se trouve dans notre lycée en permaculture. Et puis... c'est de là que c'est parti. Un goût finalement pour le vivant. C'est ça. Voilà, un respect aussi, j'imagine, pour le vivant. Donc ça, c'était une sorte de passion ou d'appétence. Donc vous en avez parlé avec votre professeur de SVT. Et puis, comment ensuite la démarche d'éco-délégué est-elle apparue? Enfin, l'opportunité d'être éco-délégué est-elle apparue? Et en quoi ça consiste concrètement? Alors, être éco-délégué, du coup, c'est un engagement où on a des projets qui sont mis en place, que ce soit pour la biodiversité ou la gestion des déchets. Il y a un éco-délégué par classe? Vincent Robert? C'est depuis cette année. C'est depuis cette année. C'est ça? C'est un éco-délégué par classe? Ça a un petit peu changé en fait depuis cette année. Pardon. C'est ça, oui. Avant, si vous voulez, un éco-délégué, pour nous, avant, si vous voulez, c'était des élèves qui étaient volontaires, comme tu disais tout à fait. Et les élèves qui s'impliquaient dans des projets, on appelait ça des éco-délégués. Maintenant, ça a changé un petit peu avec la nouvelle circulaire que l'on a eue, c'est-à-dire qu'on a des éco-délégués qui sont élus. Donc, ils sont dans la représentation, qui sont un par classe, qui vont représenter les élèves. Et après, on va encore en élire, qui vont 2 par établissement, qui représenteront les élèves soit au CVL, donc Conseil de la vie lycéenne, ou au CVC pour nous, Conseil de la vie collégienne, mais ça sera un petit peu différent. Nous maintenant, par exemple, on a des éco-citoyens, des élèves qui s'engagent dans le club développement durable, et on a un éco-délégué par classe qui va s'engager sur d'autres projets. Ce n'est pas forcément les mêmes non plus. C'est un engagement qui peut être un petit peu différent aussi. Alors, on voit bien, Romain Bouillon, qu'il y a une volonté de toucher chaque élève le plus tôt possible dans chacune des classes pour qu'il finalement cette question du développement durable puisse être cette question et cette ambition d'avoir une économie qui s'inscrit dans le développement durable puisse véritablement les imprégner toute leur vie.
Oui. C'est ce projet? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les médias relayent beaucoup les informations relatives au développement durable, ou en tout cas à certains aspects du développement durable, en termes de pollution, encore une fois en termes de climat, en termes d'érosion assez catastrophique de la biodiversité. Donc même les plus jeunes sont très très nourris en fait de ces informations. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de leur montrer qu'il y a des solutions, en fait. De leur montrer que les solutions sont à notre portée, qu'elles existent, et qu'ils peuvent s'engager dedans, qu'ils peuvent acquérir des savoirs, des compétences qui leur permettent d'apporter des réponses à ces enjeux qui sont ceux de notre société. Ce qui est très intéressant avec un établissement scolaire, c'est qu'en fait, il est au cœur d'un écosystème. Il est traversé de flux. L'alimentation qu'on mange à la cantine arrive de l'extérieur, on génère des déchets qui repartent vers l'extérieur, on consomme dans un établissement scolaire de l'énergie, de l'eau, qui repart en étant pollué, peut-être, un petit peu au moins. Et en fait, tout ça est assez souterrain et invisible aujourd'hui pour nous dans nos villes, mais aussi dans un établissement scolaire. Donc là, il y a une opportunité très intéressante de remettre en lumière de quelle façon aussi un établissement accueille lui-même de la biodiversité sur son site ou pas. Est-ce que la manière dont les espaces verts sont gérés est favorable à la biodiversité, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas bon? Donc, en fait, il y a d'innombrables occasions d'agir dans un établissement scolaire pour permettre aux élèves de mieux comprendre plus précisément quels sont les enjeux, où est-ce que ça se joue vraiment, et aussi quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Et nous, parmi nos outils, on propose aux établissements scolaires des grilles de diagnostic assez précises, pas exhaustives. Ils choisissent à la carte les questions qu'ils veulent se poser sur différentes thématiques, l'alimentation, le climat, la solidarité. Des priorités, par exemple, voilà. Ou d'une appétence particulière. Exactement, ils sont libres, ils choisissent vraiment les sujets sur lesquels ils veulent travailler, mais on les guide dans les questions qui vont être amenées à se poser. Et du coup, ce diagnostic initial, qu'ils refont chaque année sur un thème différent, leur permet ensuite d'identifier des actions. Et tout ceci est travaillé de manière collective, à la fois avec les enseignants, la communauté éducative. Les élèves font partie du pilotage du projet, mais aussi les parents. Les parents sont invités à participer aux réunions de pilotage du projet, ainsi que les parties prenantes. Donc la collectivité, la mairie par exemple, mais également, pourquoi pas, le fournisseur de l'alimentation à la cantine, si l'alimentation vient de l'extérieur, ou les personnes qui gèrent aussi, les agents qui gèrent les espaces verts dans l'établissement scolaire. Voilà, on invite vraiment à tout le monde, à toutes les personnes concernées à se rassembler autour du projet pour le conduire ensemble. Il y a des programmes. Il y a le programme Éco-École de la maternelle au lycée. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et puis aussi nous parler de ce programme Jeunes Reporters pour l'environnement, parce qu'on voit bien qu'il y a, on va dire, un dispositif et finalement le choix des armes plus... on peut, enfin, si on est vraiment très motivé, on peut s'engager très loin. On peut aller vraiment très très loin dans la démarche. Tout à fait. Je travaillais à mesurer les résultats il y a quelques années. On a pu observer des résultats extrêmement positifs, à la fois en termes d'ambiance, de climat scolaire, de coopération au sein de l'établissement, de relations entre les enseignants et les élèves et inversement, et entre enseignants, mais également des impacts quantitatifs aussi, en termes de réduction des déchets, d'accroissement du tri, etc. Alors, on a déjà pas mal parlé d'éco-école, puisque j'en parle de manière indirecte depuis tout à l'heure avec ces démarches de développement durable. Donc c'est un programme qui existe depuis 2005 en France, qui a été créé au Danemark en 1994. Il y a 50 000 établissements scolaires dans le monde entier qui mettent en œuvre ce programme, 3 500 en France, et notre travail c'est de les accompagner. Donc j'ai des collègues qui répondent en permanence aux sollicitations d'établissements scolaires qui ont besoin d'être conseillés sur comment s'y prendre. On a des outils, on a un manuel d'accompagnement qu'on met à disposition de tous les établissements scolaires qui s'inscrivent. Avec ces grilles dont je parlais. Comment on s'inscrit ? On s'inscrit sur notre site internet eco-école.org. L'inscription est gratuite, l'accompagnement est gratuit. On a des partenaires qui nous financent pour nous permettre de le faire gratuitement. Donc ça, c'est vraiment une démarche, par exemple, du chef d'établissement. Ça ne peut pas se faire sans l'implication du chef d'établissement. Est-ce que ça peut être justement une mobilisation des professeurs qui s'emparent du sujet et puis qui viennent voir leur direction en disant « Nous, on aimerait porter ce projet parce qu'on a identifié des problèmes dans notre établissement et on souhaite y pallier. On croit au projet Éco-École pour justement rendre plus vertueux. » Il y a des projets qui ont émergé sous l'impulsion d'enseignants ou sous l'impulsion de mairies aussi, qui promeuvent le programme auprès de leurs établissements scolaires. Est-ce que ça coûte cher de mettre en place des programmes justement où on va faire des économies? Parce que parfois on se dit, le développement durable, oui, c'est bien gentil, mais ça coûte cher. Alors que les circuits tradis, on réussit à avoir la façon dont on fonctionne aujourd'hui, on sait ce que ça coûte. Si on met en place une
une stratégie de développement durable au sein de son établissement, on peut avoir peur que ça coûte cher. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte plus cher que comme on faisait avant? Alors, un exemple, souvent ce qui coûte cher dans un repas à la cantine, c'est la viande en fait. Ouais. Et on peut se passer de viande, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Et justement, ça a des impacts importants en matière de climat, la consommation de viande. Donc si on retire la viande d'un des menus de la semaine, par exemple, c'est une économie qu'on va pouvoir utiliser pour peut-être accroître la qualité aussi de l'ensemble des repas, ou se tourner vers des producteurs locaux. Alors là, les situations sont extrêmement variées. Donc c'est difficile de faire une réponse générale, mais c'est évident que quand on rentre dans une logique de développement durable, se niche tout un tas d'économies potentielles. Si on est dans une surconsommation, effectivement, on dépense beaucoup d'argent. À partir du moment où on interroge nos consommations, nos besoins, la manière dont on consomme, inévitablement, il y a des niches d'économies assez nombreuses. Je ne sais pas si vous vouliez témoigner peut-être un peu concrètement. Vincent Robert, est-ce que vous auriez un exemple d'économie que vous avez pu mettre en place dans votre établissement, dans votre collège? Nous, effectivement, quand on a démarré avec Eco-École le programme au tout début, on avait démarré sur on démarre souvent, c'est des problématiques assez simples, et nous, c'était par exemple sur le papier. On n'avait pas de tri de papier dans notre établissement, donc on a démarré. On a fait ici, comme vous pouvez voir ici, des grilles de diagnostic. Alors sur l'alimentation, il existe plein. Alors, est-ce que vous pouvez me transmettre une petite fiche que je regarde ça? Par exemple, sur les déchets, voilà, sur les déchets, tout à fait. Merci. Et donc, en fait, ça permet, nous, ce qui est important, c'est quand on démarre un projet, c'est de faire un diagnostic de notre établissement et de savoir où il en est. Et à partir de là, on va pouvoir essayer de mettre en place des projets. Et comment on sollicite Eco-École? Nous, par exemple, avec ma collègue Chantal Godino, on était tous les deux envie de monter des projets. On a trouvé Eco-École, on en a parlé à notre chef d'établissement, elle nous a soutenus. On a démarché Eco-École, ils sont venus nous rendre visite, avec nous travailler sur notre diagnostic, nous proposer des solutions. C'est une sorte d'audit en fait, un tout petit à fait. peu. Hein, mais de toute façon, un projet, c'est ça. Autonome, enfin. Pardon? Un audit que l'établissement fait lui-même, en fait, oui, c'est ça, c'est un autodiagnostic. Voilà, autodiagnostic, d'accord. Tout à fait. On ne peut pas démarrer en fait sans ça, nos projets, parce que si on n'a pas une vision de quoi on part, et après le but c'est de l'évaluer aussi au bout d'un an, qu'est-ce que l'on a fait, comment on a évalué, en reprenant le diagnostic de départ, en se disant voilà, on est parti de là, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi, et comment on a pu les faire évoluer par rapport à ça. Avec le soutien des éco-délégués, c'est absolument nécessaire d'avoir cette implication des jeunes du lycée, du collège dans la démarche? Nous, on peut impulser une démarche, mais on ne peut pas la mener, la démarche. On peut pas, c'est pas nous qui pouvons la mettre en place tout le long. On va impulser, ils vont nous accompagner, ils vont la tenir tout le long. Et surtout, le but d'une démarche, c'est qu'elle soit pérenne. Si elle n'est pas dans la durée, elle n'a aucun intérêt. Et le but, c'est que si moi j'impulse une démarche, peut-être que l'année d'après, je ne serai plus dans cet établissement. Et le but, c'est que je sois là ou que je ne sois pas là, la démarche continue. Et c'est les élèves qui vont la faire durer dans nos établissements. Et ça, c'est important pour nous. Et vous, en tant que professeur, est-ce que ça vous a pris du temps? Est-ce que ça vous a demandé un effort supplémentaire de mettre en place cette démarche? Alors peut-être qu'il y a effectivement le temps de mise en place et puis le temps gagné après, peut-être derrière, on peut distinguer différentes phases justement de cette mise en place. C'est sûr qu'après, il y a du temps. Le temps, par exemple, nous, il va être organisé sur une heure de club développement durable. On va se retrouver avec les élèves, on va travailler ensemble. C'est sûr qu'il y a toujours du temps, mais c'est quelque chose que l'on va gagner en termes de relationnel avec les élèves aussi. Et ça, c'est important. On va gagner quand on va voir qu'un tri est mis en place, qu'un projet fonctionne, c'est sûr qu'on sera toujours gagnant, ce sera toujours plaisant de le voir. Mais c'est sûr qu'il faut de l'investissement, mais de toute façon, que ce soit dans le développement durable ou dans d'autres cas, il y a souvent des professeurs ou des personnels, ce n'est pas forcément les professeurs qui sont moteurs et qui vont s'engager là-dedans, qui vont se motiver. Bahar, lorsque vous avez choisi d'être éco-délégué, vous en avez parlé à vos parents? En soi, pas vraiment, mais quand je disais à mon père que j'avais des réunions éco-déléguées de 18h à 20h, il me disait mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai à ce moment-là expliqué que c'était un engagement pour l'écologie dans le lycée, que c'était vraiment des projets qui me tenaient à cœur et que je voulais vraiment m'investir dans le lycée, aller plus loin de ce que je faisais déjà à la maison. Et ainsi aussi toucher mes camarades autour de moi. J'ai essayé pas mal d'aller voir des amis à moi pour qu'ils puissent s'engager dans les projets avec moi parce que je me sentais aussi un peu seule. Mais du coup,
Avec mes parents, finalement, ça a été, je les ai tenus au courant et ils m'ont soutenu par la suite. Donc ils vous ont encouragé. Après, c'était pas de l'inquiétude, mais enfin c'était une interrogation. Oui. Hein, mais c'était pas de l'inquiétude. Non, c'était pas de l'inquiétude. Mais finalement, mon père il m'a dit, c'est bien ce que tu fais, continue. Même si tu as les cours à côté, essaye juste de t'organiser et continue, ne lâche pas. Voilà. Au niveau pédagogique, est-ce que vous avez pu mesurer des bénéfices par rapport justement à, grâce à l'engagement, est-ce que les élèves sont plus motivés, plus investis par rapport à leur établissement? Alors il y a des élèves déjà, nous ils travaillent beaucoup sur la démarche de projet parce que le but c'est qu'ils mènent un projet de A à Z, que ce soit le financement, les démarches administratives, etc. Donc rien qu'en ça, ils vont gagner en autonomie, c'est sûr. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on voit avec des élèves qui ne sont pas forcément scolaires, on va se rendre compte qu'ils vont pouvoir exploiter d'autres compétences qu'ils ont et surtout se sentir valorisés par rapport à d'autres compétences. Ils peuvent être en échec par rapport à leur scolarité la journée, par rapport aux notes, par rapport aux cours qu'ils font. Mais là, ce sera d'autres compétences qu'ils vont pouvoir développer, qu'ils vont pouvoir valoriser. Et de suite, ça va changer aussi le relationnel que l'on va avoir avec eux. Parce qu'en tant que prof, je n'aurai pas du tout la même relation pendant mon cours que pendant le club développement durable. Ce n'est pas du tout la même chose que l'on va demander. Et là, ça va être assez différent. Romain Bouillon, les jeunes reporters pour l'environnement, par définition, eux aussi sont extrêmement investis. Parlez-nous de ce programme. Alors ce sont des collégiens ou des lycéens qui réalisent des reportages écrits, articles, vidéos ou radio sur une thématique de développement durable qu'ils choisissent. Et c'est dans l'esprit du journalisme de solution, c'est-à-dire qu'on leur demande, s'ils veulent concourir et espérer gagner un prix, de présenter les solutions qui existent dans nos sociétés pour répondre à la problématique qu'ils ont choisie et de préférence autour d'eux, dans leur territoire, en fait, dans leur bassin de vie. Donc c'est un concours qu'on met en œuvre chaque année depuis déjà de nombreuses années, qui marche très bien. Et on remet de nombreux prix parce qu'on a des prix thématiques. Voilà, l'objectif, c'est de valoriser un maximum de reportages parmi ceux qui ont été présentés au jury. Valoriser, finalement, c'est encourager. Hein. En fait, on les relaye. Il y a des reportages qui ont pu être diffusés à des dizaines de milliers qui ont été vus des dizaines de milliers de fois, voire plus. Donc on a un site internet là, qui est en gestation pour justement donner davantage d'écho à ces reportages. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, du coup, c'est des reportages où les jeunes s'adressent potentiellement à d'autres jeunes aussi. En fait, il y a une sensibilité de la part des collégiens et lycéens à recueillir la vision et l'engagement de leur pairs, en fait. Et certains enseignants même utilisent cette matière des reportages pour travailler en cours et travailler sur les enjeux de développement durable. Éco-école, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment un programme à disposition des établissements et qui accompagne les établissements. Ça existe depuis 2005 et c'est un programme international. Ça, c'est important de le spécifier, c'est que véritablement vous avez vocation, alors j'imagine aussi dans les établissements français à l'étranger et pas simplement dans les établissements, enfin voilà, c'est dans les établissements français et peut-être aussi dans les établissements locaux. Ça veut dire dans d'autres langues, vous avez... Alors nous, on travaille à l'échelle de la France, mais on a des associations sœurs et on est en réseau avec 70 pays qui mettent en place ce programme aussi. Et ça représente donc au total 50 000 établissements scolaires dans le monde, 15 millions d'élèves qui sont engagés, impliqués dans ces projets, et avec lesquels on travaille étroitement en termes de partage d'expérience pour apporter toujours de la nouveauté du service, je dirais, aux établissements scolaires. On vient de créer un jeu dans le cadre d'Éco-École. On a créé un jeu coopératif donc qui se joue, on est tous dans la même équipe, un jeu de plateau, c'est une nouveauté. Et avec l'idée que cet outil puisse aider à former les éco-délégués, notamment. Donc les premiers exemplaires viennent d'être diffusés, les informations sont sur notre site pour ceux que ça intéresse. Vincent Robert, vous souhaitez réagir? Oui, juste. L'intérêt aussi d'avoir quelque chose qui est international, c'est que ça nous a permis par exemple d'accueillir des professeurs ukrainiens qui étaient venus en France, qui venaient voir des projets parce qu'ils voulaient monter des projets en termes de développement durable de l'établissement, ils ne savaient pas trop comment les monter. Et donc on nous a proposé de les accueillir, enfin, c'est des relations qui sont enrichissantes. Ça permet aussi de voir d'autres projets qu'ils vont faire dans d'autres pays et de créer du relationnel. Et je peux rebondir aussi sur le jeu parce qu'on a eu la chance de tester le jeu, donc les élèves ils avaient pu tester le jeu et vraiment c'était quelque chose d'intéressant auquel ils avaient beaucoup accroché parce que vraiment ça permettait qu'ils interagissent entre eux, qu'ils réfléchissent sur des problématiques un petit peu autres de manière ludique et je pense que pour nous c'est vraiment intéressant aussi d'avoir ces supports là pour pouvoir aborder ce type de thématique. Et ça va au-delà
des établissements, on monte évidemment aux académies. Il y a une démarche de coordination et de cohérence sur l'ensemble de territoires. Voilà, parce qu'on parlait du ministère de l'Éducation nationale, mais voilà, rien ne se ferait non plus sans le relais des académies. Il y a une synergie. Vous avez des objectifs, Romain Bouillon. Quels sont ces objectifs? Quel est l'agenda finalement que vous êtes fixé pour réussir cette mission d'éco-école et que ce soit le plus, on va dire, diffusé dans tous les établissements de France, actifs et porteurs de résultats? Nous on souhaite accompagner tous les établissements scolaires de France qui ont envie de se lancer dans une démarche comme celle-ci, au niveau où ils sont. C'est-à-dire que certains sont prêts à vraiment engager une démarche de développement durable telle qu'on la propose avec Éco-École, et on s'engage à les aider à mettre en place cette démarche. Mais on a aussi des outils qui sont accessibles et qui permettent à ceux qui s'intéressent ou qui se cherchent un peu ou qui veulent travailler plus à l'échelle d'une classe, par exemple, pour démarrer. On leur met aussi à disposition des outils qui vont leur permettre à un enseignant de travailler avec ses élèves. On est en accord cadre de coopération avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'éducation au développement durable. Donc on a cette mission un peu de service public qu'on souhaite prendre, en tout cas, d'être en appui à la politique d'éducation et développement durable du ministère dans les établissements scolaires. Ça se traduit dans les académies avec des relations qui sont toujours approfondies, de plus en plus approfondies, avec les référents académiques chargés de l'éducation au développement durable, qui ont eux aussi pour mission d'appuyer, d'aider les établissements scolaires qui se lancent et qui travaillent sur ce sujet. Donc on travaille beaucoup en ce moment à articuler en fait nos rôles respectifs pour mutualiser nos moyens. Les moyens sont contraints, financiers, humains, le temps. Donc là le gros travail actuellement, il est vraiment d'articuler notre rôle en tant qu'association Terre Agir pour aider au maximum les référents éducation et développement durable des académies. Et vous êtes fixé un objectif dans le temps, peut-être 100%. 100%, ça fait des dizaines de milliers d'établissements scolaires, donc il nous faudrait pour le coup là, des moyens supplémentaires. Donc ça fait partie aussi de notre travail actuellement d'identifier des nouvelles ressources pour accompagner davantage d'établissements scolaires et dans les meilleures conditions. Vous avez déjà de nombreux partenaires, peut-être peut-on les remercier, les saluer, les nommer? C'est important, en effet, rien ne serait possible sans eux. Aujourd'hui, la MGEN, le groupe MGEN, on travaille étroitement avec eux. À la fois, ils nous soutiennent financièrement, mais également leurs sections départementales ont très à cœur en fait, de faire connaître la démarche, de faire connaître les outils auprès des enseignants. On est aussi en partenariat avec l'organisme Citeo, l'éco-organisme qui est chargé de mettre en place le tri des déchets en France, des déchets ménagers, et qui est un partenaire historique dès le démarrage d'Éco-École en France. Et puis on a deux ministères, bien sûr, on les a déjà un peu cités, mais je reviens dessus, ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ministère de la transition écologique et solidaire aussi, bien sûr. On a une entreprise dans le secteur de la propreté qui s'appelle STEM Propreté. Et ça, j'ai fait le tour des partenaires financiers. Non, il manque l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec laquelle on travaille très étroitement aussi, notamment au niveau des contenus. Ils ont une expertise très importante dans le domaine. Et puis ensuite, on a quelques partenaires relais, on va dire, comme Milan, le réseau École et Nature. J'imagine que vous aimeriez bien avoir des partenaires. Juste, on parlait de la restauration. Sur un établissement, ça peut être un partenaire? On a eu des partenaires financiers qui étaient du secteur de la restauration. Ça s'est arrêté, mais ça pourrait revenir. L'énergie? L'énergie, bien sûr. On en a eu aussi, en fait. On a déjà eu dans le passé plusieurs Faisons partenaires. un appel, amis qui nous regardez, si vous êtes une entreprise qui souhaitait investir dans des projets à haute valeur ajoutée. Enfin, je veux dire, c'est à haute valeur humaine ajoutée. Voilà, non mais c'est ça. Et pour l'avenir, et porter de manière internationale. Je pense que il y a de belles entreprises qui sans doute seraient intéressées de vous accompagner dans cette démarche. On sent qu'il y a une énergie, on sent que les jeunes s'emparent du sujet. Les freins, le temps, l'argent, c'est ce qu'on entend le plus souvent. La résistance au changement. La peur du changement, alors je vois tous dire oui. Peut-être qu'on va donner la parole à Bahar. Lorsque
tu t'adresses à des élèves de ta classe, de ton lycée, en lui disant est-ce que tu voudrais bien, par exemple, trier ton brouillon, etc. C'est ce genre d'action parfois que vous pouvez mettre en place ou participer à l'installation d'une ruche ou voilà, veiller au gaspillage alimentaire. Est-ce qu'il y a des résistances ? Il n'y a pas vraiment de résistance, sachant que dans mon lycée, il y a déjà le tri du papier qui est mis en place. Ça se fait plutôt bien. Des fois, quand je vois que des élèves ne trient pas le papier, je les avertis qu'il ne faut pas mettre, par exemple, le papier dans la poubelle noire, mais s'ils le mettraient dans la poubelle jaune, ce serait pas mal. Il y a des choses comme ça qui se font, mais non, il n'y a pas forcément de résistance. Est-ce que vous avez observé que justement, au fur et à mesure de la mise en place de ces réflexes, il y a moins besoin de reprendre, ça se fait plus naturellement ? C'est vraiment quelque chose de difficile quand même, parce qu'il faut vraiment sensibiliser un peu plus. Parce qu'il y en a certains, par exemple les secondes, quand ils viennent d'arriver, comme ils ne sont pas forcément au courant du projet qui est mis en place, ils vont tendance à avoir mélangé le tri du papier, ils ne vont pas forcément le faire. Ça veut dire qu'il faut avoir un tuteur un petit peu, qui va initier, qui va rappeler, qui va donner un peu les règles du jeu. Il y a un affichage clair, net dans la classe. Comment vous avez travaillé pour justement donner cette info ? Ça a été fait dans certaines salles, mais dans toutes les salles. Donc du coup, il faut vraiment peut-être des personnes un peu comme moi pour plutôt dans chaque classe pour pouvoir les prévenir en fait. Informer. C'est ça. Et ça se passe aussi fatalement à votre niveau, au niveau des professeurs. Et même question, il peut y avoir les résistances des vieilles habitudes des jeunes, mais aussi fatalement des professeurs, de l'ensemble de l'équipe pédagogique encadrante, j'ai envie de dire du staff, parce que dans une école, on le sait bien, il n'y a pas que les professeurs et le chef d'établissement, il y a aussi beaucoup de personnel qui accompagne. Donc il y a des résistances parfois au changement ? Il n'y a pas de résistance. Je pense que ce qui est très important, c'est quand on veut mettre en place un projet, c'est de le mettre ensemble. C'est-à-dire ça passe par des réunions, ça passe par des échanges avec le personnel aussi de l'établissement, le personnel d'entretien, parce que est-ce que ça va vous impacter ? Si ça doit vous impacter, est-ce que vous êtes d'accord en quoi ? C'est vraiment quelque chose qui doit être commun à tout le monde. On ne peut pas dire, voilà, nous on fait ça et vous vous adaptez. Sinon ça ne fonctionnera jamais. Et ça fait partie de notre démarche de projet aussi, avec les élèves aussi, qui participent aux réunions, qui voient un petit peu les contraintes qu'il peut y avoir et ce que l'on doit déverrouiller pour que ça fonctionne. Alors c'est un très bon exemple, l'entretien. Quand on voit le temps nécessaire pour, par exemple, ne serait-ce que retirer un graffiti. Si les élèves ne font pas de graffiti, c'est du temps de gagner. Donc voilà. Après, l'entretien, c'est aussi souvent des produits ménagers qui peuvent être à la fois coûteux, mais aussi nocifs, je pense aux inhalations. Et ça veut dire qu'il faut repasser au vinaigre blanc, repasser à ce type de produits, et donc changer les habitudes, changer la manière de faire le ménage et gérer l'entretien, tout en gardant quand même, évidemment, la nécessité d'une hygiène irréprochable. On parlait de restauration tout à l'heure, les cuisines collectives, les cuisines centrales doivent respecter un cahier des charges extrêmement rigoureux sur l'hygiène. Mais on peut intervenir là-dessus. Par exemple, nous on a des élèves qui travaillent sur les produits d'entretien. C'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs propres produits d'entretien et du coup ils sont en train d'essayer, donc voilà, ils essayent différentes formules qui vont fonctionner, etc. Et le but aussi, c'est justement que ces produits d'entretien soient utilisés par les agents du collège avec le moins de produits chimiques dedans et que du coup il y aura vraiment un lien entre ceux qui font, les agents et ça va travailler là-dessus. Et quand on est à la cantine aussi, c'est pareil, on ne peut pas faire du tri des déchets à la cantine sans les agents parce que c'est eux qui sont impactés aussi. Donc quoi que l'on fasse comme projet, on doit le faire ensemble et ça c'est important. Et ils l'ont mesuré, tous ces agents justement, ils l'ont mesuré, l'impact positif ? Je pense que les agents, ils le mesurent aussi, l'impact positif dans le relationnel qu'ils vont avoir avec les élèves. Et ça, c'est important. Ça crée plus de liens ? Tout à fait, parce qu'avant, on était cloisonnés et là, on participe à des réunions ensemble, on travaille ensemble. Les élèves comprennent que rien ne peut se faire si on ne le fait pas ensemble. Et du coup, la relation est complètement différente et c'est vrai que ça change. Romain Bouillon, on est vraiment là dans une illustration sur ce cas pratique. On est vraiment dans l'illustration d'un écosystème vertueux. Mais aussi, quand on parlait justement des personnels d'entretien et des agents qui font la vie de l'école, dans le respect aussi.
la rencontre, l'humain. Exactement. De façon générale, c'est des projets qui favorisent la rencontre entre des personnes qui ne se fréquentaient pas parfois, ou pas aussi bien. Il y a énormément de convivialité en fait qui peut se générer dans un projet comme celui-là. Beaucoup de sens, aussi des choses très concrètes qui nous mettent en prise avec les réalités de nos vies et les uns des autres. En fait, on se comprend mieux. L'écoute est une dimension essentielle de ces projets. Le souci de comprendre, en fait, d'avoir une curiosité et de chercher à comprendre ce que sont les réalités des uns et des autres, et c'est très puissant en fait. Je pense qu'effectivement, les exemples qui ont été évoqués sont très parlants. Vous avez 17 grands objectifs dans le cadre de l'agenda 2030. Rappelez-les-nous pour qu'on puisse vraiment à la fois conclure cette table ronde. On sait qu'on pourrait discuter de ces sujets et présenter toutes les actions et tout ce qu'il reste à faire pendant très longtemps, mais il y a quand même 17 grands objectifs qu'il est nécessaire de rappeler. Alors ces 17 objectifs, c'est le référentiel que se sont fixés l'ensemble des pays du monde en matière de développement durable il y a déjà 3-4 ans, à l'horizon 2030. Ils sont très ambitieux, mais ils sont très intéressants parce que de la même façon qu'avec Ecoécole, on propose une méthode pour travailler et des outils qui structurent en fait une démarche comme celle-là. Ces 17 grands objectifs de développement durable, ils décrivent en fait très précisément des cibles sur lesquelles intervenir en priorité pour atteindre une organisation de nos sociétés qui soit plus viable. Alors, ils sont très variés, ils couvrent l'ensemble des champs de nos vies. Il y en a qui sont très directement liés à des enjeux écologiques, comme la vie aquatique, organiser nos sociétés, notre économie, nos manières de vivre d'une façon qui tienne davantage compte de la biodiversité aquatique. Il y a un autre objectif autour de la biodiversité terrestre. Les enjeux du climat sont dedans, bien sûr. Les inégalités, la réduction des inégalités est un de ces objectifs. La santé en est un autre. L'éducation, l'éradication de la pauvreté. Voilà, il y a comme ça 17 objectifs. Et le 17e, il est important aussi, il s'appelle le partenariat. Et il pose comme clé de voûte des 16 autres que c'est par le partenariat, par la rencontre entre nous, qu'on arrivera à atteindre ces objectifs. Et autrement, on n'y arrivera pas. Et c'est ce qu'on essaie d'incarner avec notre programme. Et ce référentiel, il était posé par l'ONU. Et la France, comme l'ensemble des pays du monde, s'y est engagée. Un grand nombre d'entreprises, de collectivités l'utilisent maintenant comme référentiel pour leurs projets de développement durable. Et le ministère de l'Éducation nationale demande aux enseignants, dans leur travail pédagogique, de faire connaître ce référentiel aux élèves, parce que dans le monde dans lequel ils vont étudier, travailler, ça va devenir le référentiel de l'ensemble de nos projets en fait. Il devient incontournable et il nous permet de faire dialoguer ces grands enjeux, parce que ces 17 objectifs ne sont pas en silo, à nouveau, ils sont en articulation. Ils ont parfois des interactions positives ou négatives. Quand en agissant positivement sur l'un, on risque d'agir positivement sur l'autre. Mais ça permet de repérer ces interactions et de pouvoir en tenir compte dans les projets. C'est évidemment très ambitieux. 2030, c'est demain. Mais c'est dès aujourd'hui que l'on peut devenir éco-école. Je vous invite, chers amis, chefs d'établissement, professeurs, enseignants de collège, de lycée ou même d'établissements primaires ou maternels, eh bien, d'aller sur le site de Terre Agir pour collecter toute l'information nécessaire, utiliser ces outils à disposition et puis, pourquoi pas, se lancer dans le projet éco-école et vous serez accompagnés et sans doute trouverez-vous beaucoup de bénéfices à la mise en place de cette démarche. Merci à mes trois invités d'avoir accepté cette invitation. J'espère qu'on a pu dire un maximum de choses en un minimum de temps. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis durant toutes ces émissions et pendant 3 jours et je vous dis à très bientôt. Merci et bientôt.